J'ai une amie, là, alors elle, c'est bien, je peux en parler. Elle a 2 autistes, un élève avec un gros TDAH et un autre qui a des troubles de comportement avec violence. Et elle est toute seule. Et elle a 25 élèves. Ben, elle me dit à un moment... Ah oui, et un autre qui a un énorme diabète, donc il faut aller mesurer le taux régulièrement et voir faire les piqûres. Parce qu'on fait les piqûres aussi, hein, faut pas oublier. Et ben il y a un moment, là, en ce moment, elle est dégoûtée, quoi. Elle est dégoûtée parce que en fait, elle peut pas s'occuper de ses élèves et elle peut pas avancer, mais elle est toute seule. En fait, je me disais, on entend beaucoup parler du mal-être au travail des enseignants. D'ailleurs, j'en profite pour saluer celles et ceux qui œuvrent à ce qu'on appelle le plus beau métier du monde, sans ressentir une reconnaissance satisfaisante de la part de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens reconnu dans l'exercice du métier qui est le tien? Non, mais je m'en fiche. Ok. Bah, c'est-à-dire, je vais toujours entendre des gens qui vont me dire que j'ai trop de vacances. Enfin, voilà. Donc, en fait, je leur dis qu'ils ont qu'à passer le concours, ils auront autant de vacances que moi. J'ai pas de souci, en fait, c'est ouvert. En plus, il y a plus de profs, donc de toute façon, il est gratuit, hein, le concours. Hein, faut y aller. D'ailleurs, je passe une annonce. Vous avez besoin de monde, si vous aimez les enfants. Non, mais voilà. Après, je pense que tant que tu n'as pas vécu des journées de classe, tu ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai envie de te dire, comme n'importe quel boulot, sauf que c'est quand même un boulot très prenant, que quand les parents ils t'accompagnent en sortie, ils en peuvent déjà plus, que quand ils ont fait un anniversaire, ils ont invité 5 enfants, ils sont au bout de leur vie. Par contre, ils comprennent pas pourquoi tu partes pas en classe de nature. Et là, quand tu leur expliques que voilà, partir 10 jours avec 25 enfants qui sont pas les miens, bah, faut quand même que ce soit un choix personnel en fait. C'est pas job tranquille, voilà. Donc la reconnaissance, non, la reconnaissance hiérarchique non plus. Donc, mais ça c'est pareil. À un moment, tu fais une croix dessus en fait. Tu vois, moi je viens pour les enfants, je viens pas pour de la reconnaissance. Si je voulais gagner plus de sous, j'aurais fait un autre travail. Mais en même temps, voilà, j'arrive à vivre. Donc voilà. C'est un métier important. Bah oui, il faudrait que ce soit plus reconnu, bien sûr, et que bien sûr ça manque à plein de collègues et que de temps en temps ça fait plaisir en fait quand on te dit que tu fais bien ton boulot, tu vois, et que merci, enfin surtout de la part des gens qui travaillent avec toi, de tes supérieurs, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir et ça n'a pas lieu. Donc en fait tu retrouves l'essentiel c'est de créer sa reconnaissance avec ses élèves en fait et de les voir avancer, de les voir progresser, de les voir évoluer, prendre du plaisir. C'est aussi un boulot très compliqué et c'est normal aussi qu'il y a un moment, il y en ait qui en aient marre parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que l'éducation nationale n'offre pas forcément beaucoup de passerelles pour changer. Et il faudrait que ça existe parce que c'est pas facile de démissionner, de plus avoir de source de revenus, c'est pas simple. Surtout si t'es tout seul, quand t'es encore à deux, que l'autre peut aider un peu. Enfin bon, si t'as des enfants, pas d'enfants, t'as plein de paramètres. C'est vrai que laisser un prof qui n'a plus envie d'être prof dans une classe, c'est la maltraitance, quoi, pour lui et pour les élèves. Ouais. Mais il faudrait Ouais. qu'une solution existe, mais pour Mais l'instant. je te rejoins là-dessus encore une fois. Je me disais peut-être à travers ton témoignage justement qui prend le temps aujourd'hui d'être voilà sur plusieurs heures déroulées. Je me demandais si ton besoin de reconnaissance en fait il n'avait pas changé de couleur depuis que tu t'autorises à être toi-même dans ton métier. Est-ce que tu étais plus dans l'urgence d'avoir une reconnaissance institutionnelle de la part des parents, de tes collègues au départ de ton parcours de ta carrière et de quelle manière ça a bougé si jamais ça a bougé? Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou ouais, elle ouais. est... Mais en fait, je Ouais. vais le relier à ma vie. Je pense qu'en fait, pendant longtemps, j'ai été comme d'autres ou comme pas d'autres, peu importe. Tu vois, faut que tu sois une bonne maman, faut que tu sois une bonne épouse, faut que tu sois une bonne maîtresse, faut que tu sois un machin. Et une fois, je discutais avec une de mes collègues, une jeune collègue, et elle me dit, ah là, j'ai du mal à quitter ma posture de prof quand je rentre chez moi et de mettre l'école de côté et machin. Et puis en fait, tu vois,
c'est les moments où ta réflexion se met en route parce que tu fais pas forcément les états des lieux de ce que tu es et de tes changements tout de suite, quoi. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi t'es pas la même personne, en fait, entre les deux? Et donc elle se marre, elle me dit, ben là, c'est la maîtresse et tout. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est ça aussi que j'avais rassemblé en faisant le puzzle. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que maintenant, je suis la même partout. Et toutes les casquettes que tu as données, c'est que moi. Donc je joue pas à la maîtresse, et je joue pas à la bonne maman, et je joue pas à ça. Et je suis pareil avec mes enfants que je suis avec mes élèves. Alors il y a des petites différences évidemment, tu fais pas tout à fait les mêmes choses, mais je suis pareil avec mes amis, que je suis pareil. Enfin, je suis moi, Alexandra, et avec ce que je suis, je vais travailler. Avec ce que je suis, je passe une soirée avec mes amis. Avec ce que je suis, je discute avec toi. Et je suis pas d'autres personnes. Je suis pas multiple en fait. Je suis une personne qui fait plein de choses, mais j'ai retrouvé mon entièreté. Et je pense que Mmh. déjà, quand tu joues pas à la maîtresse ou au prof, t'es pas dans une recherche de je vais asseoir mon autorité, je vais, tu vois. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très doux. Je déteste le conflit. Je peux pousser une braillante, c'est pas un problème, mais je déteste le conflit, j'aime pas ça. Donc forcément, quand je me mets en colère, je me force un peu à me mettre en colère. Et donc je le fais rarement, mais je suis capable de le faire. Mais en même temps, avant, je me disais que la maîtresse devait le faire. Enfin, tu vois, parce que c'est ce qu'on te met dans la tête. C'est comme quand tu es une maman, faut que tu fasses ça. Quand tu es une épouse, faut que tu fasses ça. Bon, peu importe. Et en fait, tout ça, j'ai compris. C'est tout ce que j'ai déconstruit, que j'ai reconstruit. C'est qu'en fait, je suis la même. C'est pour ça que je suis capable maintenant d'être en rendez-vous parents et de dire aux parents, excusez-moi, je crois qu'on peut pas discuter ce soir. Je vais aller m'occuper de mes enfants. Et je rentre chez moi. Donc mes parents d'élèves, ils savent que j'ai 3 enfants. J'ai pas de problème au fond de ma vie. Le plaisir est hyper important. Donc il y a des parents avec lesquels je m'entends bien, avec qui je fais plus de rendez-vous dans la classe. On va au café en fait faire le rendez-vous. Quand tu disais de remettre le plaisir, tu vois, de la convivialité, c'est pareil. Hein, voilà. Bah, est-ce que plutôt que la classe, on pourrait se retrouver au café? Bah ouais, c'est plus sympa. Puis on va discuter 1 heure au café de ce qu'on ferait en classe assis l'un en face de l'autre sur les chaises des enfants. Et en fait, ça change la teneur et tout ça. Mais parce que ça me choque pas de le proposer. J'ai pas l'impression de faire n'importe quoi. Je trouve que ces parents, c'est des humains comme moi, comme leurs enfants, comme n'importe qui. Je suis pas la maîtresse avec les parents. On est avant tout des humains qui discutons. Et c'est ça, le fait d'avoir recomposé ce puzzle et d'avoir rassemblé toutes les facettes et du coup de pouvoir être la même partout. Ouais, bah merci pour ça. Je me demandais même au-delà de, parce que ce qu'on vient de d'échanger finalement, ça peut déjà servir à ça. Mais est-ce que toi, quand je te pose cette question, il y a quelque chose qui te vient? Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des collègues qui auraient perdu le sens de ce qu'ils ont envisagé dans un premier temps, au départ comme une vocation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de leur adresser comme message? Euh, je pense qu'il faut qu'ils aient toujours la notion de plaisir. Et donc, il faut chercher pourquoi il y est plus. C'est exactement la même chose que le bien-être des élèves, le bien-être des profs. Hein. C'est la même chose. Hein. Qu'est-ce qui est embêtant, en fait? Est-ce que c'est plus assez d'énergie pour faire une journée de classe? Ce qui est possible, peut-être qu'un jour, j'aurais plus envie de faire, tu vois, d'être en classe. Et j'aurais envie de faire autre chose. Et pour autant, je me considérerais pas comme une mauvaise maîtresse. En fait, c'est juste que l'envie sera plus là. Est-ce que c'est le fait d'enseigner toujours la même matière qui fait qu'à un moment ils en ont ras le bol? Est-ce qu'ils ont trop de trajets pour aller travailler? Est-ce que ils aspirent à complètement autre chose? Et je pense que on peut dire que les élèves sont plus violents, on peut dire que les parents sont plus pénibles. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire que on recrute des profs avec un niveau tout pourri pour certains et donc c'est compliqué pour les autres, etc. Mais le fond du problème, c'est d'avoir déjà qu'est-ce qui nous anime. Et on voit bien, quand tu commences, moi j'ai des enfants qui sont collégiens, lycéens et en études supérieures, il y a des profs qui ont une fougue d'enfer, quoi. Et le même, à côté, il a des problèmes de comportement et le cours est pénible. Et les élèves en face, c'est les mêmes. Donc, moi, ma classe, franchement, je peux la rendre odieuse si j'ai envie en trois mouvements. Hein. C'est pas compliqué hein, de rendre des élèves affreux. Si j'arrive et que je leur dis que c'est dur et qu'ils sont nuls toute la journée,
forcément, et c'est des enfants qui vont pas être bien, donc il va y avoir des bagarres dans la cour. Enfin, donc en fait, il y a aussi ce que tu insuffles, mais ce que tu as envie d'insuffler. Et est-ce que tu as encore l'envie d'insuffler? Pour l'instant, moi, j'ai l'envie d'insuffler. Mais peut-être qu'à un moment, j'en aurai assez, ou j'en aurai assez de le faire dans ce cadre-là, et qu'il faudra que je fasse autre chose. Mais je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que je t'ai déjà raconté à toi, mais ma fille était en terminale. À un moment, il y a une prof qui s'est énervée après elle parce que elle lui a reproché d'être trop heureuse et de sourire trop. Je vois pas, tu vois, comment tu peux être bien dans ton enseignement, dans ta relation aux élèves, si une élève qui est devant toi, qui a l'air heureuse et qui sourit, tu lui demandes pourquoi elle sourit trop et qu'elle arrête de sourire autant. Et effectivement, alors je ne condamne rien, mais ma fille, ça l'a un petit peu désarçonnée. Un autre enfant, ça aurait pu l'énerver. Et des fois, il peut se passer des choses et des ambiances de classe qui ne sont pas dues que aux élèves. Mais on est entre humains. Et donc, à un moment, si toi, tu me reçois mal, là, au début de l'interview, que tu me parles mal, mais que je dois quand même faire l'interview, elle sera pas la même. Donc, parce que tu auras insufflé quelque chose, j'aurai réinsufflé quelque chose, et ben, c'est ça qui va se créer entre nous. Si après, on part chacun sur une autre dynamique, moi, je pense pas que les gens, enfin, que les enfants, ils aient un mauvais fond de départ. Par contre, oui, si tu répètes tout le temps un élève qui est nul, déjà qu'ils ont tendance, si tu prends les hypersensibles, à déjà se le dire sans que personne leur dise, oui, il y a un moment, bah oui, donc t'es nul, donc ça sert à rien de travailler, donc tu travailles pas, donc peut-être que c'est bien de mettre le bazar. Donc, effectivement, il y a des deux côtés, mais il me semble que dans l'histoire, c'est nous un peu les adultes responsables. Et donc, je parle surtout des petits. Hein. J'ai une moins bonne connaissance du secondaire. C'est pas les mêmes problématiques. Moi, les enfants, je les ai tout le temps. Donc, on a une vraie connaissance de nous-mêmes. Nous, on est obligés de s'impliquer. On vit ensemble 36 semaines par an. Hein. Donc, il n'y a pas le choix. C'est pas comme quand le prof, il passe 50 minutes. Si les élèves sont un peu pénibles, il va voir une autre classe. Et puis, il peut pas construire le même lien avec eux. Enfin, mais franchement, nous, il y a tout à faire, quoi. Il y a des enfants qui ont des troubles neurologiques, effectivement. Il y a des enfants, quand tu te trompes dans ta classe avec un autiste profond, qu'il n'y a personne pour t'aider et que le môme ne parle pas du tout et a une relation violente avec les autres, c'est chaud, quoi. C'est quand même ça aussi notre boulot. Parce que là, je l'enjolive parce qu'en plus, j'ai pas spécialement forcément envie de parler de ma classe de cette année, mais on peut se retrouver avec des enfants qui ne sont pas du tout à leur place et dont on n'a absolument pas été formé pour nous occuper. J'ai une amie là, alors elle c'est bien, je peux en parler. Elle a deux autistes, un élève avec un gros TDAH et un autre qui a des troubles de comportement avec violence. Et elle est toute seule. Et elle a 25 élèves. Ben, elle me dit à un moment, ah oui, et un autre qui a un énorme diabète, donc il faut aller mesurer le taux régulièrement et voir faire les piqûres, parce qu'on fait les piqûres aussi, hein, faut pas oublier. Et ben il y a un moment, là en ce moment, elle est dégoûtée, quoi. Elle est dégoûtée parce que en fait, elle peut pas s'occuper de ses élèves et elle peut pas avancer, mais elle est toute seule. Mm, Et là, effectivement, j'ai discuté avec elle, je ressens son désarroi, j'ai pas de solution. Et là, je peux lui parler, hein, de mettre des coussins sur les chaises, ça va rien changer. Je suis très objectif par rapport à ça. Je pense qu'à un moment, il faudrait aussi que, si on a des enfants avec des profils extrêmement particuliers, qui nécessitent, tu vois, c'est des enfants qui ont besoin d'une AVS et il n'y a pas d'AVS parce qu'ils payent pas les AVS, donc on a personne et ces enfants-là, c'est hyper violent, c'est de l'éducation maltraitante. Et pour autant, bah nous, on nous les laisse sur les bras en disant allez, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver. Bah non, parfois on n'y arrive pas, quoi. mm. Ouais. Ouais, on retrouve ça dans beaucoup d'institutions d'État, en fait. Finalement, le travail dans le public, c'est quelque part, on retrouve là quelques dynamiques qui peuvent se voir, par exemple, dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait, le professionnel va être malheureux, non pas de faire son métier, mais des moyens qui lui sont alloués pour le faire et de la difficulté dans laquelle ça le met. C'est soit il abandonne tout le monde, soit il est dans une situation où il peut pas prendre son métier aussi à cœur qu'il voudrait et de façon aussi professionnelle qu'il pourrait le faire si jamais en fait il était juste avec je sais pas une taille de groupe réduite, un temps plus long et quelqu'un qui peut l'aider ou une séparation en plusieurs petits groupes régulièrement, etc., etc. Bref, donc oui, effectivement, là ça use en fait les gens
qui pourtant, pour la plupart, ont au départ un véritable élan, une véritable appétence à faire ces métiers-là. Et c'est un dilemme, en fait, d'être là-dedans. Donc, enfin, moi, je suis très admiratif de personnes qui arrivent à mettre, comme toi, du sens et de la joie, en ayant conscience, évidemment, de tout ce que ça peut impliquer comme limite. C'est-à-dire que si tu étais dans la situation de la collègue que tu cites juste avant, évidemment que toi aussi, en fait, finalement, tu le disais à demi-mot, tu te sentirais vraiment dégoûté aussi, puisqu'en fait, tu peux faire ce que tu es en train de faire, tu le sais, tu es en train de le vivre. Alors, je suis un peu dans cette situation-là. Mais voilà. Après, le problème, Ok. c'est que si t'es border, ça t'achève. Tu vois. C'est ça le truc. Mm, mm. Si ça Ouais. va, c'est dur, t'es fatigué et tout ça, mais t'es quand même content. Si t'es border, c'est fini. Donc après, moi, je suis plus, même avant qu'on m'augmente de salaire, qu'on puisse. Je veux pas dire enseigner dans des bonnes conditions, mais qu'en tout cas, on ne nous mette pas sur les bras des enfants dont on n'est pas capable de s'occuper, parce que le trouble est trop important, et ou alors qu'on nous les laisse sans nous former, sans personne pour nous épauler, et qu'après on te dise ouais c'est ta faute parce que t'y arrives pas. Ah non, t'y arrives pas. Moi j'ai pas de formation pour m'occuper des autistes en fait. Il y a personne qui m'a dit à un moment tiens on va te mettre un autiste. Donc tu vas partir 3 jours en formation pour avoir des bribes sur ce que c'est l'autisme, ce que tu peux faire, etc. Non. Et en plus, je vais te dire, comme on est soumis au secret médical, on ne connaît pas, nous, le trouble de nos élèves, sauf si les parents nous en parlent. Donc va Mm. pas plus loin que ça. C'est-à-dire que tu peux être avec un autiste que tu sais pas qu'il est autiste, mais il a des comportements un peu bizarres, parce qu'en fait, on doit pas te le dire. Et donc, tu as des espèces de discussions où on te dit, oui, alors en fait, il est un peu comme ça, mais on doit pas dire que, putain, les gars, je passe 6 heures avec, quoi. Dans quel métier on te dit, tiens, voilà un enfant, je te le confie pendant 6 heures, mais je te dis pas comment il fonctionne. Vas-y, débrouille-toi. Et par contre, il y en a d'autres autour, et fais avec. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème, il y a une vraie lassitude par rapport à ça. Et après, la dernière chose que je voulais dire, c'est il faut aussi accepter que le monde change. Et ça, je pense qu'il y a des enseignants aussi qui ont du mal. Oui, les enfants sont pas les mêmes que nous quand on était enfant, mais les adultes sont pas les mêmes. Nous, moi j'ai grandi, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça, donc forcément je ne suis pas la même personne que mes propres enfants qui ont grandi avec ça. Le niveau est plus bas au niveau du vocabulaire, de tout ça. Oui, il est plus bas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne le même livre de lecture, quitte à mettre tout le monde dans la panade parce qu'il n'y aura pas le vocabulaire, ou est-ce qu'on décide de mettre un livre un peu plus facile pour récupérer le goût de lire et augmenter le niveau après? Il y a plein de choses comme ça en fait. Moi, il y a franchement en vrai, j'adore la littérature. Il y a quand même des bouquins. Je ne comprends encore pas comment, à part provoquer le dégoût chez l'élève, ils sont encore dans les listes de lecture du collège et du lycée. Je veux dire, après, t'as toute ta vie pour le lire, ce truc-là, hein. Donc, il y a du temps. Et des fois, alors quand t'as des enfants que c'est des gros lecteurs, c'est cool. Quand t'en as où t'as les parents qui rament un peu pour les faire lire et qu'on te dit, attention, la semaine prochaine, c'est Andromaque, eh ben, je peux te dire que tu souffles, c'est pas accessible pour tous les parents non plus. Et donc, tu mets cette espèce de famille dans un espèce de désarroi total face à Andromaque. J'ai pas trop aimé Andromaque. J'avoue que en devoir, c'était un peu... On peut le sentir. Euh, non, mais des fois, t'as aussi, c'est comme là en sixième, tu sais, la littérature du Moyen-Âge, quoi. Ah là là, c'est peut-être un peu tôt, la sixième aussi, pour la littérature du Moyen-Âge. Voilà, et on est toujours dans cette notion de plaisir, hein. Tu sais, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu pars du postulat que t'as des élèves qui ont un niveau de lecture plus faible, que peut-être si tu fais un sondage, tu découvres que il y a 10 élèves qui n'aiment pas lire. Et donc, eh ben, on va faire une petite littérature du Moyen-Âge, comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Ben non, tu vas dans le mur. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc après ça, je le reproche pas aux profs parce que ce qu'ils doivent faire, c'est lié au programme. Mais je pense que ces programmes, il y a des trucs qui doivent changer. Il y a travailler, tu vois, l'écran. Ben oui, les nouvelles technologies, ils sont nés avec. On peut pas. Moi, j'ai encore au programme à leur apprendre à chercher un mot dans un dictionnaire. Voilà. Sachant que tu me dis bien que quand ils seront adultes, il y aura même plus de dictionnaires du tout qui existeront. Enfin, ça aura disparu de la circulation. Ou alors il y aura aussi quand tu iras chez tes grands-parents, en fait, il y aura un dictionnaire. Comme tu sais, quand tu allais chez les grands-parents, il y avait encore l'encyclopédie universalis.
qui a disparu maintenant. Et je pense que le dictionnaire suit le même cours. Mais à un moment, tu vois, il faut aussi que tout ça, ça évolue et que tout le monde cherche sur Google et que... Alors, celui qui a le plaisir de chercher un dictionnaire, personne lui interdit d'acheter un dictionnaire et de chercher un dictionnaire. Il n'y a pas de problème. C'est comme celui qui écrit à la plume d'oie. Je veux dire, il y a personne... Enfin, on est libre d'eux. Mais à un Mais là, moment... oui, dans notre échange, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on croise aussi ça, c'est-à-dire c'est les générations qui, de l'une à l'autre, en fait, ont du mal à se passer le relais de façon calme, en fait, et pas quelque part un peu dictatoriale ou nostalgique, ou de gérer le fait qu'on peut pas comprendre vraiment comment est branchée la génération d'après, et de laisser ouvert notre possibilité, nous aussi, de nous adapter d'une certaine manière. On va demander une grosse adaptation aux enfants dans le monde qu'on leur propose. Qui est déjà bien déterminé par nos décisions et nos choix, etc. Si on n'est pas un minimum en train d'écouter qui ils sont, on rajoute encore de la violence par-dessus de la violence. Euh, alors Alexandra, tu as monté une auto-entreprise pour aider, je crois, les enseignants qu'ils désiraient à, entre autres, inclure les particularismes de leurs élèves. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu avec tes mots à quoi sert cette auto-entreprise et comment on peut te joindre? Alors, cette auto-entreprise, en vrai, pour l'instant, elle ne sert pas à grand-chose. Parce que c'était pour pouvoir me faire rémunérer si j'étais rémunérée. Il se trouve que pour l'instant, je donne des conférences, mais de manière gracieuse, mais que je sais que de toute façon, ça va bouger dans ma vie, et donc ce statut est là, il existe, et il me permet déjà de réfléchir à d'autres projets à côté. Hmm. Donc en fait, en soi, je l'utilise pas spécialement, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire pour pareil, m'accorder une légitimité à faire autre chose. Bizarrement, tu vois, même si je suis pas payée, c'est rigolo. Je me suis retrouvée à être appelée suite à ce statut et ça n'avait aucun lien. On m'a appelée pour être jury de soutenance de mémoire de master en fait par rapport à la sensibilité. Et donc c'était des gens qui m'avaient connue par l'intermédiaire de l'Observatoire de la sensibilité. Et c'est des choses où j'ai été rémunérée, mais là, en passant par l'éducation nationale, donc sur ma fiche de paye, donc j'ai pas eu besoin du statut d'auto-entrepreneur. Mais il se trouve que les projets annexes ont commencé à arriver quand ce statut est arrivé. Donc comme quoi, il a un rôle quand même dans ce qui se passe Mhm. dans ma vie, sans qu'il me serve à proprement parler pour l'instant. Ok, c'est très clair. Et je fais un petit retour en arrière parce qu'à un moment donné, on avait évoqué que tu nous partages quelques petites perles de tes élèves. Est-ce que ce serait le moment? Écoute, oui, non, mais c'est donc il y a eu, je pense que ça a été la plus belle des phrases qui c'était celle-là là, donc pas besoin de copier parce qu'on est déjà nous-mêmes. Et après, ce que j'aime, c'est les relations qu'ils ont entre eux, ce qu'ils se disent entre eux, plus que des phrases qu'ils me formulent à moi. Ou alors, il y a eu une fois une de mes collègues, alors bon, j'ai des collègues dont j'ai eu les enfants, et il y avait son fils, et il y avait une discussion à table, et il parlait un truc lié à la différence en fait. Et les parents débattaient et les enfants un peu moins, mais ça discutait de tout ça et tout. Et puis en fait, leur fils, donc qui est petit encore, en fait, il les arrête dans la discussion et il leur dit un truc du genre non mais en fait le fond du problème c'est que déjà il faudrait accepter les différences de tout le monde comme ça déjà il y aurait plus de problème. Voilà. Et tu vois, je me dis, c'est des petites phrases, mais c'est que les choses, Mhm. les graines ont été semées et qui sont capables de te les ressortir à ce moment-là. Et ça me fait marrer. Parfois, il y a des choses, des anciens élèves qui viennent me voir. Un de mes élèves que j'ai beaucoup aidé, justement, qui était parti pour être orienté là où il fallait pas. Premier jour de l'année, donc il commence avec un autre maître, il vient me voir et il me dit, ça se va? Bonjour Madame Deveau. Alors, on m'a toujours appelé maîtresse, tu vois, mais c'est rigolo parce que tu passes un cap. Est-ce que ça se passe bien dans votre classe? Est-ce qu'ils sont gentils avec vous? Et lui, franchement, ça avait été dur. Et il me dit, ça se passe bien? Il me dit, parce que sinon, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et tu vois, j'adore parce que, en fait, il prend en maturité, il prend en responsabilité. Il avait ce côté où il avait développé une empathie qu'il n'avait absolument pas, enfin, qu'il avait, mais qui ne vivait pas. Où, en fait, lui, alors que c'est lui l'élève un peu problématique, où on a organisé très très bien pour la suite de sa scolarité et tout, et c'est lui qui vient me voir le premier jour pour savoir si ça se passe bien dans ma classe et si j'ai besoin de son aide.
Et tu vois, là, c'est là où tu te dis que finalement, on n'est que entre humains et que, en fait, même quand un enfant, il a 9 ans, il peut avoir des réactions qu'on va attendre d'adultes. Il peut faire attention aux autres. Et si tu as développé ça, si c'est quelque chose que tu as fait germer dans leur cœur et dans leur tête, ils ont ces petites réflexions où moi, j'en pouvais plus. J'étais morte de rire parce que je me dis, c'est génial. Je lui dis, non, non, tout va très bien, t'inquiète pas. Je viendrai te chercher si ça va pas. Très bien, d'accord. Ouais, il est reparti dans sa classe. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est quand finalement ils vivent ce que j'essaie de leur insuffler. Et donc Ok. voilà, c'est ces moments-là, ces phrases, c'est l'autre qui, comme je te disais tout à l'heure, qui dit que dans cette classe on joue plus qu'on travaille. De voir leur réaction, leurs yeux qui s'illuminent à un moment où ils disent ah c'est facile. Et puis je les regarde, je dis mais je t'avais dit que c'était dur. Ah non, t'as toujours dit que c'était facile. Et voilà, c'est ces petits déclics quand je me rappelle une fois une séance où on devait faire de la conjugaison et il fallait absolument que je lance cette conjugaison parce que ça il y avait des liens avec d'autres trucs qu'on allait faire après. Et je sentais qu'ils étaient vraiment, on était un petit peu au bout du rouleau là, ça tirait un peu sur la corde. Et je me dis, putain, si je leur dis qu'on va faire de la conjugaison, ça va pas le faire en fait, ça va pas aller. Et c'est là où j'ai eu l'idée de l'avant-première. Donc je leur demande s'ils savent ce que c'est qu'une avant-première au cinéma. Et ils me disent oui, oui, c'est quand on voit le film en avance. Mais, on explique tout ça. Et je leur dis on va faire une avant-première de conjugaison. Je dis en fait ce verbe-là, eh ben les autres classes ils l'ont pas fait, j'en ai aucune idée hein, en fait en soi. Et ben nous aujourd'hui on va faire une avant-première. Putain, ils étaient comme des fous. J'ai tracé 2 rideaux au tableau, j'ai écrit le nom du verbe et c'est parti. On a fait toute la séance de conjugaison. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que c'est leur réaction en fait, plus que même des mots, c'est leur réaction vis-à-vis de tout ça. Quand on commence la conjugaison, je leur dis c'est facile. De toute façon, vous les connaissez déjà toutes. Ils me disent ben non, on n'en a jamais fait. Ben en fait, depuis que tu parles, tu connais tes conjugaisons parce que sinon tu ne pourrais pas parler. Et du coup, on se retrouve à conjuguer plein de verbes à l'oral sans jamais avoir fait une seule leçon de conjugaison. Et je leur dis, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est l'écrire. Et nous, on va apprendre à l'écrire. Par contre, en fait, vous les avez déjà toutes dans la tête. Cette leçon, elle n'est pas vraiment à apprendre puisque vous la connaissez déjà. Ça, tu vois, c'est des espèces de moments de révélation pour eux qui sont incroyables. T'as ces moments aussi où t'as des enfants qui sont un petit peu à la peine parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et donc, on remet tout à plat. On revoit ce que fait le bébé, le fait qu'il porte des couches parce qu'il peut pas aller aux toilettes tout seul. L'autre fois, je leur dis, dans le même ordre, je leur demande comment les bébés, avant de se mettre debout et de marcher, comment ils se déplacent. Ils me disent à 4 pattes. Donc, je leur demande ils voient beaucoup d'adultes à 4 pattes dans la rue. Et donc, ils me disent non. Et je leur dis, ben, en fait, ils ont tous marché à 4 pattes. Sauf que maintenant, tout le monde marche debout. Et tout le monde n'a pas marché à 4 pattes au même âge. Mais c'est pas grave. Et tout le monde a enlevé les couches à un moment. Et tout le monde a arrêté le biberon. Et en fait, pas au même âge. Mais au final, maintenant, vous êtes tous sans couche, vous savez tous marcher, vous savez tous parler, vous prenez plus de biberon. Donc en fait, les maths, c'est pareil, la grammaire, c'est pareil, la lecture, c'est pareil. En fait, on va tous y arriver à un moment, et voilà. Et en fait, tu sens dans les yeux, ils sont apaisés, ils sont rassurés. Tu les remets dans leur vie à eux, dans leur expérience, dans cette expérience commune, partagée, pour faire retomber les choses et tu vois, revoir l'illumination dans le regard, l'envie et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est ça qui est sympa avec eux. Ils ont pas le côté blasé. En fait, quand ils sont un peu blasés, je leur dis qu'ils ressemblent à 2 petits vieux sur un banc dans un square. Et donc, tu vois, ça passe tout de suite. Je leur dis, mais arrêtez, on dirait des petits vieux dans un square ou dans le bus. Tu vois. Et voilà, et les réflexions de les voir. En fait, je pense que des fois, on les voit trop petits. En fait, il y a des espèces, c'est compliqué pour eux parce que on veut qu'ils soient grands, on veut qu'ils fassent des trucs de grands, ils sont exposés à des images de grands, et en même temps, parfois on les conforte dans un truc où c'est presque trop petit, alors qu'ils ont envie d'indépendance, et c'est compliqué, parce que c'est compliqué d'être parent, et c'est compliqué d'être accompagnateur, que ce soit enseignant ou autre, mais il faut arriver à trouver ce petit dosage qui fait qu'ils avancent, marche par marche, qu'ils prennent confiance à chaque fois, que même s'ils se plantent et qu'ils se ramassent comme des grosses patates, c'est pas grave, on se relève, on y retourne. Et quand tu sens que ça arrive et que le regard il est apaisé et qu'ils prennent confiance et ben ça fait du bien en fait parce que tu les vois, ils sourient, enfin ils repartent dans autre chose. On a eu cette discussion aussi sur la violence et je leur ai expliqué qu'en fait quand ils tapaient quelqu'un ou qu'ils insultaient quelqu'un, c'est qu'ils étaient malheureux. Et donc là ils me disent ben non, tu vois, parce qu'ils sont pas malheureux. Je lui dis, en fait, je crois que dans ma vie, j'ai jamais croisé quelqu'un qui était heureux et qui s'est dit, tiens, je suis heureux, je vais aller taper sur quelqu'un ou je vais aller l'insulter. Je lui dis, ça n'existe pas, en fait.
Donc peut-être que vous n'êtes pas très malheureux, peut-être que ça va pas durer, peut-être que c'est 5 minutes dans votre journée. Mais si vous étiez heureux à ce moment-là, bah ça n'arriverait pas. Parce que quand on est heureux, on ne va pas taper sur quelqu'un. Et tu vois, tu sens que on y va loin déjà dans la réflexion en fait, et ça les embête de dire qu'ils sont malheureux. Et mais finalement on discute, puis on analyse ces situations, on en parle ensemble, et je leur dis que c'est quand même, il y a quand même un choix à un moment de ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, les mains, on en est responsable, les mots qui sortent de notre bouche, on en est responsable, même quand on est tout petit, et que bah, il faut apprendre à faire les bons choix en fait. Et s'ils ont envie d'être très agressifs, très malheureux, de taper, ben voilà, ce sera. Par contre, il faut pas qu'ils incriminent le monde entier autour d'eux. C'est que c'est eux qui auront fait ce choix-là à ce moment-là. Et bon, bah déjà, tu vois, c'est ça. C'est d'arriver à cette réflexion pour que ça ne devienne pas ce qu'on disait tout à l'heure, des adultes qui se remettent pas en question, qui ont peur de changer, voilà. Je peux avoir été un enfant très perturbateur, qui tapait sur tout le monde, et puis à un moment avoir cette violence aussi, de travailler sur soi, parce que c'est violent même avec ces petits-là, et changer, et me rendre compte que j'ai changé en fait. Et l'élève dont je te parlais tout à l'heure qui est venu me demander comment ça allait dans ma classe, il me disait oh là là, quand je repense à comment j'étais en CP, tu vois, et il a déjà ce recul de ça, et en fait ce travail-là il est possible avec les tout petits aussi, et je pense qu'il est important, et ouais, c'est les plus grandes fiertés et réjouissances. Hmm. Chouette. Eh ben, tu vois, on arrive au moment où on va rentrer plutôt dans qui tu es là tout de suite, dans des questions qui vont être plus rapides. Mmh. Avant que je laisse la main à Gaëtan, j'avais envie de partager ce petit moment en accéléré avec toi, de réponses très spontanées, qui n'ont pas besoin d'être les réponses les plus universelles qui soient, les plus précises, etc. C'est qu'est-ce qui sort de toi quand je te pose cette question-là en quelques secondes. Ok? Ça te Ouais, va? c'est bon. Super. Euh, à quoi servent les émotions selon toi? À exprimer ce qu'on ressent. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Bon, je peux hier. De quoi as-tu le plus peur aujourd'hui? Mes plus grandes inquiétudes se mettraient sur mes enfants. Quelle place occupe le doute pour toi? Il est constant et en même temps, j'arrive à le calmer. Quand as-tu honte pour la dernière fois? Hmm. J'ai rarement honte, j'avoue. J'ai honte peut-être d'avouer ça, mais oh là là, il en faut, je sais pas. Vraiment, C'est pas obligé d'avoir justement. Je fais le pari en fait que euh, il y en a beaucoup moins depuis que tu as embrassé cette hypersensibilité et ce haut potentiel. ah ouais. Non, non, j'assume ce que je fais en fait. Donc, Hmm. Quelle place occupe la colère chez toi? oh, elle est très minime en fait. J'ai été en colère et souvent la colère pour moi elle est dirigée vers les autres, et quand j'ai compris que j'avais peut-être un peu de travail à faire moi plutôt que d'accabler les gens qui étaient autour de moi, ça l'a quand même beaucoup calmé. C'est quoi pour toi le libre arbitre? Hein, c'est d'être suffisamment ouvert sur ce qui se passe à l'extérieur pour prendre des décisions ancrées. C'est quoi pour toi la souveraineté? Oh, j'aime pas trop tous ces trucs de souverain, de chef et tout ça. Je pense que qu'on a besoin de vivre ensemble en fait, et que chacun est souverain de ce qu'il apporte dans le domaine où il est expert, mais que la souveraineté de l'un s'arrête comme celle de l'autre. C'est quoi pour toi l'objectivité? Est-ce que ça existe vraiment? J'aime bien. Oh, je suis vraiment objectif. Non, on n'est pas objectif puisqu'on est animé de sentiments, donc on est souvent très subjectif. Mais en même temps, ma subjectivité devient mon objectivité à moi. C'est quoi pour toi être adulte? Avoir des responsabilités que tu n'avais pas quand tu es enfant. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal chez toi?
Oh là là, en fait, tout et rien. J'ai une vie parfaitement normale et en même temps, j'y mets des confettis, mais c'est pareil, c'est ma banalité parce que c'est ma vie, donc elle est peut-être pas banale pour les autres, hein. Mais chez nous ensemble avec les enfants, voilà, c'est notre banalité à nous. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble pour toi le bonheur en une image spontanée? C'est quoi le bonheur? Des rires. À quoi ressemble le stress pour toi en une image spontanée? Quand je me suis retrouvée en haut de ce grand 8 au parc Astérix et que j'ai donné une petite insulte alors que je n'ai pas peur dans les manèges, mais que là quand même j'avais un petit peu peur. Ok, et dernière question pour toi Alexandra avant que je laisse la place à Gaëtan, et on peut prendre plus le temps sur celle-ci. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous partager comment tu t'aimes? Alors je m'aime, oui. S'aimer, alors j'adore en fait ce concept. En fait, s'aimer pour moi, c'est s'accepter. C'est pas de dire je suis la plus belle, je suis la plus intelligente, nanana. C'est juste accepter qui je suis avec mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Accepter que je puisse avoir une sale gueule le matin devant la glace, c'est s'aimer en fait, c'est se respecter et respecter le fait que, eh ben aujourd'hui je me trouve belle, aujourd'hui je me trouve grosse, aujourd'hui ça va, et je pense que c'est ça s'aimer. Donc oui, maintenant je m'aime, ce qui n'empêche pas d'avoir un regard critique sur moi, mais il est plein de bienveillance. Merci beaucoup pour ce partage, merci pour cet échange qui était vraiment bah voilà, très nourrissant, très diversifié, pour ton ouverture d'esprit et ta sincérité. Et puis on se retrouve tout à l'heure bah, pour la fin de la vidéo, mais en attendant, bah, tu vas passer entre les mains de Gaëtan qui va nous te donner à voir comment il a perçu ce qu'on a échangé, quelles sont les questions qui sont là avec lui. Merci beaucoup en tout cas déjà. Merci à toi et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, Alexandra, j'ai pu suivre vos échanges depuis l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire la partie régie dont je m'occupais. Et je n'étais pas en terrain inconnu, façon Frédéric Lopez, puisque j'étais à me dire que ça faisait partie de mes cœurs de métier aussi, ce dont tu as parlé, puisque ça fait 25 ans que j'enseigne en université, devant des étudiants qui n'ont pas 7-8 ans, mais qui ont un peu plus, mais qui, comme tout être humain, restent à la fois des adultes, à la fois des enfants, à la fois des gens qui sont, comme tu le disais, à un moment donné, sur des chaises. Moi, mes cours durent 3 heures quand je les vois, donc ils sont pendant 3 heures assis, et l'idée, c'est de rendre ça le moins désagréable possible. Et il y a aussi cette notion qui m'a intéressé, et je vais revenir sans doute dessus avec toi, cette notion de, finalement, quand on se lance dans le métier et quand on arrive 20 ou 25 ans plus tard, la vision de ce que l'on fait n'est peut-être pas la même, voire même, je vais me permettre de partager ça avec toi, la vision, alors peut-être qu'il n'y avait pas de vision au départ, c'est plutôt ça pour moi, et les choses se sont simplifiées, les enjeux se sont aussi simplifiés de mon côté. Certes, on transmet, mais tu as parlé de graines, je crois aussi à un moment donné, mais c'est surtout leur donner envie, et après, ils font bien leur chemin. Et quel que soit ce que je leur transfère, c'est pas la peine de surcharger la machine. L'important, c'est qu'ils aient contact avec du ludique, avec du plaisir. Et ça, tu l'as évoqué, et ça m'a évidemment intéressé et fait écho. Donc, je vais revenir sur certaines des choses que j'ai entendues. Tu as le mot conscience aussi. Parce que j'ai mes data de mon côté, et dans mes discussions, le mot conscience revient beaucoup en ce moment, parce que oui, c'est ça, entre faire, ce qui était peut-être mon point de départ en enseignement, et avoir conscience de quelle direction et comment je le fais maintenant, avec la notion d'inspiration que j'ai retrouvé, peut-être pas le mot dans tes propos, mais ça parlait de ça à un moment donné, d'être inspirant. J'ai trouvé ça très chouette, et c'est là où j'en arrive au bout de 25 ans. C'est-à-dire, si on peut être à un moment donné, donner l'envie de grimper vers nous, entre guillemets, bah, voilà, c'est déjà largement suffisant derrière. Ça veut dire, comme tu l'as dit, qu'il faut essayer de garder ce feu un peu à l'intérieur, d'avoir envie de justement rejoins-moi, de donner envie. Et Ouais. quand on est blasé, ça paraît difficile, ce genre d'objectif. Mais on peut être blasé, et c'est tout à fait entendable. Ouais. Euh, Être une maîtresse en conscience. Voilà, à un moment donné, tu as utilisé ce terme-là. J'entendais l'hyperesthésie dont tu as parlé.
et aussi d'une classe. Alors, c'est 25 enfants que tu as en classe à peu près en J'en ai moyenne? 23 là, cette année. 23. Plus les tiens, ça nous fait 26 enfants dans une journée, Vraiment, ouais. ce qui est quand même un beau challenge. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. J'ai noté que tu parlais de s'occuper des autres et qui pouvait être un bon moyen de ne pas s'occuper de soi. Donc ça, effectivement, met la lumière sur les autres. Et en plus, on est dans une posture de nous-mêmes à nous-mêmes flatteuse. J'aide les autres. Ça sonne bien quand on se l'entend Ouais. dire en bouche. Mais c'est une bonne façon, effectivement, de mettre le projecteur ailleurs que sur soi. Prendre le temps de ralentir pour savourer. Tu l'as pas évoqué comme ça, mais je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, quand tu parlais justement d'être là avec les enfants et de savoir les entendre, savoir les écouter, est-ce que cette notion de prendre le temps de ralentir pour savourer, pour écouter, pour apprécier, ça a du sens par rapport à ton évolution dans ta carrière de posture? Bien sûr, ça a du sens. Et puis, j'irais même plus loin, c'est-à-dire de le vivre aussi. C'est-à-dire que maintenant, je m'autorise d'une part à vraiment rire quand ils me font rire, ou à pleurer quand ils sont émus. Quand tu récupères un élève qui sait pas lire alors qu'il devrait savoir lire, et que 2 ans après, il est devant tout le monde en train de lire un texte qu'il écrit, ouais, je pleure. Enfin, tu vois, c'est tellement émouvant que, et ça, peut-être que je me serais pas autorisée avant, en fait. Et alors que maintenant, ça me dérange absolument pas, et ça me dérange pas non plus de leur expliquer pourquoi j'ai pleuré, et de trouver ça émouvant, et de leur expliquer pourquoi. Donc en fait, oui, ça c'est des choses que je m'autorise plus maintenant, et c'est prendre le temps. Ça veut dire que si tu t'autorises à avoir du temps pour rire ou pour pleurer, c'est que tu le prends forcément sur autre chose, donc tu ralentis. Sans pour autant pénaliser la façon globale de la façon dont tu gères la classe. Simplement, tu es plus complète, plus entière, plus unifiée face à eux, et la partie émotion, tu la laisses sortir, ce qui est une autorisation aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes laisser sortir leurs émotions. Exactement. Et puis, je sais pas, c'est une histoire de comment tu fais ta journée, c'est-à-dire que on parle toujours des programmes qui sont très chargés et tout ça. Si forcément il n'y a pas ces temps de plaisir, euh, tout prend beaucoup de temps. Donc, il faut aussi s'accorder ces pauses pour que le plaisir revienne et que l'apprentissage aille plus vite. Donc, il y a ça. Puis après, il y a des formes d'enseignement. Par exemple, j'ai remis, ça fait quelques années déjà, des ateliers en place avec mes îlots. Et donc, quand il y a une notion compliquée que j'aborde ou quoi que ce soit, je le fais par atelier. C'est-à-dire que je me retrouve à expliquer à 5 élèves au lieu de 23 la notion. Et alors moi, je le fais 4 ou 5 fois dans la semaine, mais eux, ils me voient une fois pour expliquer cette notion. Et en fait, si je le fais une fois, tout le monde a compris quand je fais la notion avec 5. Alors qu'en fait, si je fais cette notion en classe entière tout le temps, je peux la faire 10 fois, 15 fois, parce qu'il y a des enfants, c'est très compliqué de capter leur attention, dès que c'est le grand groupe et tout. Donc il y a une perte de temps aussi qui fait qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour finir les apprentissages, mais parfois en le réorganisant autrement et en réorganisant les temps différemment, ben en fait, finalement, tu avances aussi vite. C'est comme le rythme sur l'année. Je trouve que je vais très lentement, même jusqu'à Noël. Mais après, il y a une espèce d'accélération parce que toutes les choses importantes ont été mises en place, que ce soit la confiance, toutes ces choses-là. Et en fait, les élèves avancent très vite et je finis toujours le programme, en fait. Alors que si tu compares ma progression par rapport à la progression lambda, je suis toujours en retard. Et en fait, à un moment, toutes les petites choses ont été mises en place, toutes les déclics se font. Au début, je prends du temps, puis après, ils ont compris et puis on avance super vite. Donc, c'est plus une réorganisation du temps, je pense qu'il faut avoir. Et accepter de ressentir en tant qu'enseignante d'être en retard. Ah oui. Accepter de se le dire, parce que là tu le disais, c'est-à-dire que, ok, j'ai l'impression, je me compare, c'est ok, j'ai l'impression d'être en retard, c'est ok, mais finalement, comme tu le dis, sur une année, bah, ça fonctionne. C'est le principe de la couche culotte qui est enlevée. Hein. À un moment, elle va être enlevée, en fait. Donc, il y a des enfants, ça va être très tôt, il y a des enfants, ça va être plus tard, mais au final, on arrive tous au même endroit. Donc, et parfois, je pense que le contenu de programme est plus conséquent que dans une autre classe parce que tout a été survolé et finalement rien n'est vraiment acquis. Et alors que finalement, j'ai peut-être au départ, ça paraissait plus laborieux, mais c'est du solide et du concret sur la fin.
Donc, Si tu as compris que tu n'es pas juste répétiteur, effectivement, ça risque de durer plus longtemps en mémoire et dans le fonctionnement. Tu as compris le sens en fait. Et pas simplement tu es un bon, comment on pourrait dire ça, un bon perroquet. ouais, c'est ça, exactement. Non, puis tu vois, pour petite fierté personnelle, l'année dernière, on a fait un espèce de concours commun de conjugaison CE2, CM1, CM2. Et moi, j'avais des CE2. Et en fait, on l'a fait sur le programme commun des CE2, évidemment. Et en fait, ma classe est arrivée première. Et c'était petit, on était contents. Mais ce qui prouvait bien qu'en fait, on avait mis notre temps pour installer ces apprentissages, mais qu'en fait, ils étaient solides, quoi. Donc, j'ai espoir que l'année suivante, il n'y ait pas tout à refaire, à rabâcher, parce qu'en fait, on a bien mis du sens, on a bien solidifié le truc, et puis du coup, après, on peut avancer. Alors que finalement, des fois, t'avances, t'attends pas. C'est le principe de la progression, en fait, de pas savoir déjà de programmer, de dire oh là là, avant Noël, il faut absolument que j'ai fait ça. C'est vrai que moi, quand je travaille avec ma collègue, on raisonne pas comme ça. On sait que là, on va commencer. Donc, je te donne un exemple. Les verbes en ER, on fait directement à l'imparfait, au présent et au futur en même temps, parce que pour nous, ça a plus de sens de naviguer entre le présent et le futur, aussi bien avec les textes qu'on lit, qu'on écrit, etc. Et je trouve que faire que du présent, ou que du passé, ou que du futur, enfin, c'est complètement... Il y a personne qui parle que au futur, que au présent, ou que au passé. Donc, on est obligé de mêler tout. Et en fait, ça va être long, ça. Et on s'est dit que peut-être on n'aura pas fini à Noël, mais que c'est pas grave. On continuera après. Et une fois que ça sera bien acquis, on passera à la suite. Et peut-être qu'il ne restera que 2 mois pour faire la suite, mais ça sera amplement suffisant parce que tout sera solide avant. Alors que si on bascule trop tôt, bah, peut-être qu'on est en train de tout foutre en l'air sur la fin de l'année et que c'est nous qui allons ramer pour essayer de rattraper ça. Donc c'est plus le penser, le réorganiser pour que ce soit plus judicieux et que finalement ça porte ses fruits pour eux et que ce soit mieux, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir mis de côté une part de culpabilité dans ton travail? Ouais, je suis pas responsable de tout, je fais de mon mieux. Tu peux pas réussir avec tous les enfants non plus. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est l'humain. Est-ce que ça fait du bien? Ah ouais, ça fait du bien, mais ça fait du bien partout. Ça fait du bien, tu rates ton gâteau, c'est pas grave, tu t'en mets pas. Non, parce que sinon, avant, tu peux sortir le fouet en prime, tu sais, celui avec les pics en plus au bout, pour vraiment être sûr que ça se fasse mal, en fait. Et je le propose de temps en temps à mes enfants, ça arrive. Ouais, c'est ça. Tu veux le fouet en plus ou normalement c'est bon, ça suffit? Non, ça suffit. Bah oui, ça fait du bien parce que on revient à ce que disait avec Mathieu tout à l'heure, c'est le principe de l'erreur, en fait, qui est nécessaire pour avancer. Rater une recette de cuisine, c'est mieux la réussir la fois d'après. Et puis en fin de compte, c'est tellement humain et à partir du moment où il y a de la bonne volonté derrière, ben t'as raté, t'as mis tout ton cœur et c'est pas suffisant, bah c'est pas grave, tu refais autrement et tout va bien, quoi. Avec ton expression, t'as fait au mieux, effectivement, comme tu le dis. Et avec le ludique, ça aussi, ça me paraît hyper important dans la phase d'apprentissage, de ne pas mettre de côté la partie ludique pour ne pas être dans le laborieux. Et j'ai l'impression qu'avec une société post-industrialisation, le laborieux quand même est resté... voilà, il faut en baver, il faut se donner, il faut. Et le ludique, depuis qu'on est gamin, on a besoin de ça pour avancer. C'est le ludique qui nous a donné envie d'être sur les genoux, nous a donné envie d'être debout, pour aller explorer plus loin, mais il y avait une part de je vais me le prouver, donc de fierté, mais aussi de ludique. Et ça, tu l'as évoqué beaucoup dans tes enseignements, et ça me paraît, mais même moi en fac, ça me paraît important de ne pas rendre ça plus désagréable. Parce que pour moi, apprendre, ce n'est pas quelque chose de simple, de foncièrement agréable, c'est un peu laborieux. Donc, essayer de camoufler ça comme tu le fais en leur proposant un concours ou en leur proposant quelque chose, c'est une bonne façon de tromper un peu le cerveau et rendre ça beaucoup plus goûtu que si on regardait froidement les choses, mécaniquement les choses. Il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué et j'aimerais bien te poser la question, c'est la notion d'affect dans l'apprentissage. La notion d'affect par rapport à la figure justement de l'enseignant. Qu'est-ce que, là encore, avec tes 20 ans de carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais en dire ou... Ben effectivement, je suis un peu leur maman de journée, en fait. Parce qu'en fait, oui, alors on parle des apprentissages, on parle de tout ça, mais je réconforte, je mets des pansements, j'apprends à faire les lacets, je nettoie les vomis parfois, il y a les saignements de nez, il y a les réparations diverses et variées de trousses de fermeture éclair et de tout ce qui va avec.
Enfin, Tu mets ça dans l'affect? mais non, mais au final, du coup, tu deviens une espèce de maman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le transmetteur d'apprentissage. Et je pense que c'est ça aussi la grande différence avec le secondaire. C'est que nous, on vit ensemble. Voilà. Donc en fait, moi, si un élève arrive et qu'il est malade le matin, il est avec moi. C'est moi qui m'occupe de lui, c'est moi qui le console, c'est moi qui le rassure en attendant. Un élève qui tombe, je le soigne. En fait, on vit nos peurs, nos tristesses, nos bobos, tous ensemble. Du coup, oui, ça arrive régulièrement que des enfants t'appellent maman, parce qu'en fait, tu fais un câlin quand il y a besoin de faire un câlin. Il y en a un qui a besoin de te donner la main pour descendre dans l'escalier, il te donne la main. Donc il y a l'affect est hyper important, mais l'affect pour moi, c'est plus une question de confiance en fait, qu'ils aient confiance en moi, parce que je suis pas leur maman, et que moi j'ai puisse avoir confiance en eux, et puis comme ça on peut travailler ensemble. Et oui, bien sûr, c'est rempli d'affect, et c'est ça qui est sympa aussi justement. Parce que pour moi, la rencontre avec le savoir est une rencontre entre certes quelqu'un qui peut être inspirant ou passionné, mais c'est aussi une rencontre avec un être humain. Je pense toujours à ces exemples que j'ai vécus collège, lycée, d'une matière que je pouvais aimer, mais si malheureusement le prof, ça ne passait pas avec lui, dans ces moments-là, j'avais pas du tout de réussite dans cette matière. Donc pour moi, la rencontre avec le savoir, et bien sûr, les matières que tu n'aimes pas du tout, puis d'un seul coup, tu deviens brillant. Tu deviens brillant sur la matière que tu détestes parce que le prof, parce que tu es amoureuse du prof, tu vois. Et du coup. Mais oui, mais je crois qu'il y a ce besoin. Ça me fait penser aux enfants qui ont, mais même les bébés dans les expérimentations, hein, qui ont besoin d'avoir cet affect pour prendre du poids, pour se développer. Et s'il n'y a pas cette envie, cet amour qu'il ressent et autres, il va se laisser dépérir. Il y a pas mal de choses là-dessus. Donc je pense que même dans le processus d'apprentissage, le fait d'être avec l'enfant, ou en tout cas le plus bienveillant possible, le plus aimant par rapport à la classe d'âge dont on est à la charge, c'est important d'aimer l'autre finalement. Je dis pas d'aimer tout le monde, mais d'aimer l'autre, en tout cas une bonne part de ceux qu'on croise, et cette envie de partager, mais que je ressens chez toi très fort. De toute façon, à partir du moment où tu vises le bien-être de tes élèves, ça veut dire que tu mets de l'amour dedans et de l'affect. Ouais. Sinon, tu t'en fiches de savoir si l'autre est bien ou pas bien. En fait, tu viens pour faire ta journée, point. Et on le voit, je vois ma fille, ça me fait rigoler parce qu'elle elle vient de rentrer à l'université. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà, elle a des profs qui sont passionnants et elle peut rester 3 heures à écouter sans aucun problème. Et puis, il y a des profs, elle les trouve pas passionnants et elle reste quand même. Mais tu sens qu'il y a du labeur. Et après, ça va être ta connaissance de soi, c'est tout ce que ça transmet. Donc elle a choisi une voie. Et tu vois, l'autre fois, alors c'est une très très grande hypersensible. Et l'autre fois, il y avait un travail qu'elle n'arrivait pas à faire parce qu'en plus, tu travailles un peu de manière différente à l'université, donc il faut s'adapter. Et elle était au fond du trou, quoi. Quand c'est comme ça, c'est la cata. Et puis en fait, elle revient me voir après, un peu plus tard, elle avait le sourire. Je lui dis ça va. Elle me dit oui. Elle me dit je me suis posée, je me suis souvenue pourquoi j'avais voulu faire ces études et maintenant tout va bien. Donc comme quoi, le fait de faire les bons choix, d'être animé par la flamme, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu es en train de faire, c'est ça qui te porte et qui te pousse. Et il a fallu qu'elle fasse une espèce d'introspection, même si elle s'en rend pas compte encore, pour se souvenir de ses choix et de pourquoi elle s'est orientée là, pour que la flamme revienne, qu'elle trouve la ressource en elle pour repartir. Et en fait, ça, c'est hyper important, mais c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, quand on en a ras-le-bol du boulot, c'est se questionner sur le pourquoi. Est-ce que aussi c'est notre vie personnelle qui des fois déconne complètement, qui fait que ça a des retombées sur le travail et que finalement on n'a pas vraiment perdu le feu du boulot, mais on va pas assez bien pour pouvoir aller bien en classe? Ou est-ce que c'est vraiment une espèce de lassitude et pareil que je peux comprendre en vrai à un moment on a la chance de pas savoir comment vont se passer nos journées. Moi c'est ce que j'aime dans ce travail. J'arrive le matin, je sais pas, tout en sachant. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'il y a un côté comme sécurisant, parce que tu n'es pas en train de sauter en parachute, quoi. Et en même temps, c'est tellement rempli de surprises et de choses pas prévues que je trouve ça hyper intéressant. Tu peux pas te préparer, tu es obligé de lâcher le contrôle, tu es obligé d'être dans le lâcher prise. Sinon, c'est comme ça aussi qu'il y en a qui passent une mauvaise journée, c'est parce qu'ils avaient prévu que de telle heure à telle heure, il fallait faire de la géométrie. Ils n'ont pas pu faire la géométrie, donc c'est la cata derrière. Et du coup, les élèves, ils se font engueuler parce qu'ils n'ont pas travaillé comme il fallait. Moi, j'y vais toujours à la cool. Je leur explique que j'ai prévu un programme dans la journée. Je mets le programme au tableau,
que je ne compte pas en faire plus, en fait. Même s'il travaille vite et qu'il travaille bien et qu'il se teste tout le temps, j'en ferai pas plus parce que c'est mon programme. Ce qui fait que tout le temps qu'on va libérer de fin de journée, c'est du temps de plaisir où on va pouvoir faire autre chose que ce qu'on a fait. Donc c'est en même temps une carotte, voilà. Et en même temps, ils sont petits, donc ils sont pas encore dans une conscience de travail pour eux-mêmes parce que ils vont devenir plus savants. Et en même temps, tu crois que les adultes n'ont pas besoin de carottes? Bah si, je sais, mais bon, on reste avec les enfants. T'as un salaire à la fin du mois, rassure-moi. Bien sûr. Mais eux, voilà. Eh ben, ils me disent d'ailleurs, hein, tu sais, on avait parlé du fait de métier d'élève. C'est une expression qu'ils aiment pas du tout parce qu'ils touchent pas de sous. Et j'ai dit ok, on va trouver un autre terme. Et en fait, voilà, ils savent que voilà, le contrat est rempli. On va se mettre un film, on va sortir des jeux de société, on va aller dehors jouer, parce qu'en fait, on a fait ce qu'il y a à faire. Je vais pas bourriner plus encore parce que ils ont travaillé vite et que j'ai du temps et tout ça. Ils savent. Le matin, on travaille à gogo, ça va vite. Il y a du rythme parce que je pense que c'est important et je pense qu'ils sont capables de prendre ça. Ce qui fait que l'après-midi, on est plus en détente et on peut travailler plein d'autres domaines et plein d'autres compétences. Mais voilà, en étant moins dans le truc un peu plus rébarbatif des maths et du français, et on fait du travail en groupe, on fait plein de choses, et en même temps, voilà, on a bien travaillé, on a le droit de se récompenser en fin de journée, de regarder un morceau de vice versa, de sortir les jeux de société, parce que voilà, on se félicite d'avoir fait ce qu'on avait à faire et tout va bien, quoi. Donc, et pour autant, ça reste de la socialisation, même quand tu joues. Ah ben bien sûr, tout, mais de toute façon tout, savoir se taire devant un film. Non mais savoir se taire devant un film, écouter pour pouvoir après redire ce que tu as vu, c'est du boulot. Être dans une classe pour se faire corriger son cahier, c'est du boulot. Respecter un tour de parole, c'est du boulot. Tout est boulot en fait. Donc c'est pour ça que je pense que le problème c'est que les gens sont très mis dans les programmes. Donc mais en fait finalement les notions elles sont là, mais t'as tellement de choses à travailler sur ce qu'il y a autour que tu es obligé de créer aussi ces activités annexes qui vont permettre de travailler tout ça. Parce que si tu restes assis 6 heures sur ta chaise à regarder le tableau et à écrire dans ton cahier, il y a plein de compétences transversales que tu développes pas du tout. Donc, pour moi, c'est important. C'est pour ça que c'est l'école de la vie, quoi. Aussi. Ça devrait devenir l'école de la vie, en fait. Comment tu vis le côté un peu antagoniste, c'est-à-dire à la fois d'être dans une liberté que tu t'es autorisée, ce que tu as dit par rapport au système. D'ailleurs, je retrouve une phrase que j'aime bien, c'est-à-dire dans les contraintes s'exprime la créativité. C'est un peu ça que tu as dit pendant l'interview aussi à certains moments, si je paraphrase correctement ce que tu dis, bien entendu. Comment est-ce que tu vis le côté, donc à la fois, moi j'ai trouvé dans le système, j'ai créé, je me suis fait ma propre liberté et j'aime être moi-même avec cette liberté, cette spontanéité, cette franchise, et en même temps tu les dresses d'un certain côté, je pousse exprès le mot hein, pour que ça soit caricatural, en leur donnant des normes bien définies de ce qu'il faut faire, faut se taire, faut se... Comment la femme qui a retrouvé sa liberté dans son métier vit avec faut quand même que je les normalise par rapport à une norme sociétale ou des normes sociétales de notre époque. Ça peut bouger. C'est pour ça que je dirais pas que je les normalise. En fait, je leur donne les codes. Ce qui est très différent. Ouais, je vais noter code en plus. Voilà. Oui, c'est très différent pour moi. C'est-à-dire que je ne cherche pas à les normaliser. Au contraire, je cherche à développer chez eux ce qu'ils ont d'unique et qui sont leurs forces, à faire que leurs faiblesses ne deviennent pas trop handicapantes en fait, et que voilà. Mais je leur donne les codes de ce qui se passe à l'extérieur et de comment ça se passe entre personnes. Et du coup, les codes, on est tous obligés de les avoir. Enfin, je veux dire, on a beau se sentir libre, tu sors du supermarché, tu passes pas devant tout le monde parce que t'es libre de doubler et d'aller payer le premier, ou t'es libre de partir. La carte. Ouais, mais il y a quand même des gens qui ont la carte, il n'y a pas que toi. T'es libre aussi, mais t'es pas libre de partir sans payer. Donc en fait, des codes, il y en a, et pour autant, t'es pas normé, mais tu connais les codes. Et les codes, ils t'aident à t'adapter et pas à te suradapter. Et pour moi, c'est toute la nuance. C'est-à-dire que t'as des gens qui vivent en suradaptation, mais par contre, il faut apprendre à s'adapter. Évidemment, il faut apprendre à s'adapter. Et je trouve que ça, c'est des clés qu'il faut donner petit, parce que d'apprendre à sourire à quelqu'un à qui t'as pas envie de sourire, moi j'ai toujours eu du mal à le faire et j'aurais aimé savoir le faire. Donc tu vois, c'est ce code-là de dire là, tu vois, tu peux essayer de gagner des points comme ça et en fait ça te coûte juste un petit sourire et c'est pas grave, t'as pas perdu ni tes valeurs ni rien.
Et en fait, comme je te dis, le fait de juste faire un emploi du temps très normé, comme ils avaient envie, ce qui ne me force pas à le suivre parce que je le trouve absurde, mais j'ai accepté de faire ce compromis, de suivre ce code qu'on me demande pour avoir plus de liberté à côté et finalement qu'on vienne pas m'enquiquiner sur le reste. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comprendre que oui, quand tu vas voir quelqu'un que tu souris pour lui demander quelque chose, c'est toujours plus facile à obtenir, même si tu es en face du pire du pire. Et que même quand la personne, elle te semble hyper désagréable, moi j'avais fait ça une fois dans le bus, il y a un mec, une personne un peu âgée, parce qu'on dit toujours les jeunes dans le bus, mais en fait, je trouve que c'est pas les pires. Un senior. Voilà, il voulait de la place et donc il me dit poussez-vous, mais on était plein, moi j'étais déjà collée aux gens. Et en fait, poussez-vous, poussez-vous, et il finit quand même par poser ses deux mains sur mon torse pour me pousser. Et je le regarde et en fait je lui dis mais monsieur je vais pas me pousser parce qu'en fait si je me pousse je me retrouve à écraser les gens derrière moi et je n'ai aucune envie d'écraser les gens derrière moi. Je réponds comme ça. Et en fait il va se mettre un tout petit peu plus loin et il me regarde avec son regard noir, voilà, parce qu'il était très en colère après moi. Et je dis à mes élèves, je leur raconte en fait et je leur dis et qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Et il me regarde et me dit ah bah toi t'as dû sourire. Et je leur dis oui. En fait, le monsieur, à chaque fois qu'il me regardait avec son regard noir, je lui faisais un sourire. Et ça a duré comme ça 5 minutes. Il se tournait la tête, il me regardait comme ça et tout. Et au final, c'est lui qui s'est complètement tourné. Et il ne m'a plus regardé. Et je leur ai dit, voyez, moi je suis restée à ma place, je suis restée à ma posture. Je n'ai pas été agressive, je n'ai pas râlé. Il s'est énervé tout seul. C'est lui qui a créé la honte des gens autour de lui et pas moi. Et au final, c'est lui qui a capitulé. Et en fait, ce que je leur dis voilà, c'est ça, c'est s'adapter. Voilà, ce monsieur, il est de mauvaise humeur, peu importe. Je vais pas moi me mettre en énergie négative par rapport à ça. Je vais peut-être prendre sur moi. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de prendre sur moi, mais eux encore. Je vais passer mon chemin. J'écoute pas forcément ce que l'autre me dit. Je m'adapte aux gens. Je sais que lui est pénible. Je m'en éloigne un peu, même si j'ai envie de lui dire que c'est un gros naze ou quoi que ce soit. Et les codes autour. Voilà, je vois un enfant énervé, je m'en approche pas, mais ça va sur des codes très très simples à des choses un peu plus compliquées. Et puis des fois, tu as des enfants qui ont des TSA et en fait, il faut que tu leur expliques que on ne peut pas sauter sur quelqu'un pour lui faire un câlin quand on a envie, parce que les codes, ils passent aussi par là. Ils passent aussi pour tous ces enfants atypiques dans le sens puisqu'on parle un peu de normes, mais il y a ceux aussi qui sont complètement hors normes et à qui il faut les remettre parce que sinon, ça va être trop compliqué leur vie en société après. Donc c'est plutôt donner des codes.